monastère Notre-Dame de Ganagobi est une abbaye bénédictine, située à environ 15 km au nord-est de Forcalquier, et à environ 30 km au sud de Sisteron, dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est connu pour son remarquable pavement de mosaïques médiévales polychromes, daté de la décennie 1120-1130, sans équivalent en France. L'abbaye est située 350 mètres au-dessus du lit de la Durance, sur un étroit plateau bordé d'abrupts. La voie domitienne qui longe ce plateau constituait, à l'époque gallo-romaine, la route la plus courte, et la plus sûre selon Strabon, entre l'Espagne et Rome. C'était encore le cas au Moyen-Âge. On peut d'ailleurs voir, au pied de la colline de Ganagobi, un pont romain enjambant le Buès, et qui est encore utilisé. Un prieuré fut fondé au Xe siècle, par l'évêque de Sisteron, qui en fit donation en 965, à l'abbaye de Cluny. À la Révolution française, il restait 3 moines qui se dispersèrent. Le prieuré a été laissé à l'abandon, entre le XVe et le XXe siècle. Devenu une abbaye, il abrite depuis 1987, une partie de la communauté bénédictine d'Hautecombe, au bord du lac du Bourget, en Savoie. En 1992, le père abbé, Michel Pascal, 1941-2018, élu en 1976, et démissionnaire en 1996, décide après un vote de la communauté, de transférer l'ensemble de la communauté à Ganagobi. Les moines fabriquent toute une gamme de cosmétiques et baumes à base d'huile essentielle, dont le baume du pèlerin. L'abbaye fait partie de la congrégation de Solesme, au sein de la Confédération bénédictine. Étymologie. Le sens du terme fait l'objet de plusieurs hypothèses, soit une racine oronymique, en référence à la hauteur sur laquelle le monastère est construit, soit une allusion à une tour en mauvais état. Histoire. Le monastère est fondé vers 960-965, par l'évêque Jean II de Sisteron. Celui-ci fait donation des terres sur lesquelles s'établit le prieuré, qui est ensuite rattaché à l'ordre de Cluny, qui avait alors à sa tête le provençal Mailleul de Cluny. Cette possession fut confirmée par une bulle du 6 mars 1058, du pape Étienne IX. En 1215, le prieur de Ganagobi devenait évêque de Sisteron. Le monastère s'enrichit rapidement de donations diverses, notamment au XIIe et XIIIe siècle, de la part des comtes de Forcalquier. Très prospère jusqu'à la fin du XIVe siècle, il s'affaiblit au XVe siècle. Il connaît un certain renouveau, pendant la première moitié du XVIe siècle, sous l'impulsion du prieur Pierre de Glandevès, puis est complètement saccagé, lors des guerres de religion. En 1562, les Huguenots qui se sont réfugiés au monastère, en sont délogés par le gouverneur de Provence. Celui-ci fait abattre la voûte de l'église, et le logis prioral, pour éviter que les Huguenots s'y installent à nouveau. Au XVIIe siècle, Pierre et Jacques de Gaffarel, prieurs de 1638 à 1660, ce dernier fut le bibliothécaire du cardinal de Richelieu, sont à l'origine de la seconde renaissance du monastère. Il entre néanmoins dans une lente décadence, jusqu'à la sécularisation en 1788, la vente comme bien national en 1791, et la destruction partielle des bâtiments, en 1794. En 1794,
le directoire du district de Forcalquier fait démolir à la masse les transepts et le chœur de l'église, ainsi que la partie orientale du monastère. En 1891, le comte de Maligé cède les lieux aux bénédictins de l'abbaye Sainte-Marie-Madeleine de Marseille. Les moines déblaient l'église et le réfectoire, restaurent le cloître, mais doivent s'exiler en Italie en 1901, dans le contexte de la mise en œuvre de la loi sur les congrégations religieuses. En 1898, les mosaïques médiévales sont découvertes. Le retour en France et l'installation des bénédictins à l'abbaye d'Hautecombe, en 1922, assure au prieuré une permanence d'un moine et d'un frère convers. La rumeur locale prétend que l'un d'entre eux reçut la confession de Gaston Dominici, mais qu'il ne la trahit jamais. En 1953, l'ouverture d'une route goudronnée facilitant l'accès au plateau permet d'engager de gros travaux. Les mosaïques restant enfouies, la terre étant la meilleure protection dans une église découverte, les monuments historiques décident de reconstruire l'église, afin de les mettre en valeur. Les pierres étant restées sur place, le chevet et les absides de l'église sont relevés, entre 1960 et 1975, et les mosaïques romanes du chœur, restaurées en atelier, sont replacées en 1986. Parallèlement, des fouilles sont menées de 1974 à 1992. La rénovation du prieuré de Ganagobi doit également beaucoup à l'industriel Francis Bouygues, et à sa relation avec le père Don Hugues de Minguet, au moment où la communauté bénédictine s'est installée dans le prieuré de Ganagobi. C'est dans ce cadre rénové que le père Don Hugues de Minguet décide de créer en 1991 le centre entreprise de Ganagobi. En 1992, la communauté des moines Sainte-Marie-Madeleine de Marseille, association Saint-Mailleul de Ganagobi, qui jusqu'à cette date, habitait l'abbaye d'Hautecombe, s'installe à Ganagobi. Le prieuré devient une abbaye. Le projet conçu par Francesco Flavini, architecte en chef des monuments historiques, respecte les fondations des anciens bâtiments ruinés, retrouvés par les fouilles archéologiques de Michel Fixot et Jean-Pierre Pelletier, et prend en compte les différences de niveau du sol. Cette réalisation a su concilier une vie religieuse contemplative, et l'accueil d'un public respectueux de la qualité des lieux. Actuellement, la communauté est composée d'une quinzaine de moines, dont certains vivent en dehors de la clôture, par nécessité ou obligation. Après la démission en 1996, de don Michel Pascal, c'est l'abbé don René Hugues de la Chesserie, qui a été élu, et qui a rendu son siège abbatial, au début de l'Avent de l'an 2017. Début 2018, don André Ardouin, sous-prieur de Ligugé, a été nommé prieur administrateur, en vue d'une élection abbatiale. La communauté a finalement élu don André Ardouin le 5 juin 2020, comme 7e abbé de Ganagobi. La messe est chantée chaque jour en grégorien. L'office des heures est chanté en français, sauf les hymnes et les antiennes qui introduisent les psaumes, et qui sont chantés en latin. L'église, construite dans la première moitié du XIIe siècle, s'élève au-dessus de deux bâtiments plus anciens, dont les fondations ont été retrouvées par les fouilles des années 1960. Elle répond au canon de l'architecture romane provençale. La nef est longue de 17,70 m, en 3 travées voûtées en berceau brisé.
La nef actuelle se croise avec 2 transepts, ce qui est assez exceptionnel en Haute-Provence. À l'entrée, la tribune a conservé son escalier et son décor de masque, XVIIe siècle. Les 2 transepts sont constitués d'absidioles. Le bras nord du premier transept est voûté en berceau brisé, comme la nef. L'incertitude concernant le mode de couverture du bras sud n'a pas permis de reconstituer la voûte, qui est simplement charpentée. Les mosaïques des absides, exécutées entre 1135 et 1173, combat des vertus et des vices, sont un exceptionnel exemple de décoration romane de ce type. Une étude publiée à l'occasion de l'exposition sur Ganagobi, présentée en 2017, à Digne-les-Bains, mentionne la présence symbolique des 4 éléments, à travers une ronde d'animaux réels ou fantastiques, dans la partie centrale de la mosaïque. Dans la nef trône une Vierge de Monticelli, peintre provençal du XIXe siècle. L'artiste en fit don aux religieux, en souvenir de son enfance, passée en grande partie dans la ferme voisine du prieuré. Dans l'angle nord de l'église, la tour lui est antérieure et est probablement contemporaine, du second état de l'église, au XIe siècle. Quelques portions de murs sont ornées de fresques de la fin du XIIe siècle, classées. La façade du monastère, et notamment son portail, sont très originaux dans le contexte de l'art roman provençal, dont il se distingue par plusieurs traits. La façade est unie, sans ornement architectural. Les contreforts d'angle, fréquents en Provence, sont ici absents. Le portail est surmonté d'archivoltes en arc festonné brisé qui paraissent d'inspiration mozarabe, comme les mosaïques qui ornent le chœur. Le tympan, cantonné d'un cordon de bâton brisé, est orné d'un Christ en majesté, dans une mandorle, encadrée du tétramorphe, symbole des 4 évangélistes, le tout en bas-relief. Les 12 apôtres sont sculptés sur le linteau ultérieur. L'influence suivi cette ligne de l'aube dans les pieds droits, située de façon tout à fait originale également, notamment dans mais en contradiction avec l'esprit des constructeurs du Moyen-Âge. Le dos cet ajout ampute les pieds des apôtres soit un remploi et date du XIe siècle, du XVIIe siècle. Être postérieur au premier siècle des mosaïques. Il a fait l'objet carolingienne, mais plus certainement d'inspiration orientale, représentant des lions et des griffons. Elles ont été commandées par le prieur Bertrand, en fonction à Ganagobi dans le 3e quart du XIIe siècle. L'inscription autour de l'abside nous donne même le nom du chef de l'équipe ayant réalisé ce pavement, d'une qualité exceptionnelle, et qui semble avoir quelques ressemblances avec les mosaïques découvertes. Certes, mais la partie centrale fut détruite par l'écroulement de la coupole, au XVIe siècle, ou lors de la démolition de l'église, en 1794. Le chœur de l'église du prieuré a été dégagé à la fin du XIXe siècle. Les dimensions de la mosaïque et sa qualité artistique en font une œuvre unique en France. Certaines réminiscences de motifs byzantins rappellent la place de la Provence dans l'Antiquité. L'ensemble évoque les tapis d'Orient bien connus dans l'Europe du XIIe siècle. Il est contemporain des mosaïques ornant le sol de la basilique Santi Maria e Donato, sur l'île vénitienne de Murano, qui adopte les mêmes couleurs. 3 couleurs, rouge, grès, blanc, marbre, noir, calcaire, et une grande variété de formes font vivre, autour de l'autel, une faune et une flore fabuleuses, créatures intermédiaires entre le bœuf et l'éléphant, centaures, griffons,
et se taira. Dans les absidioles occidentales, les mosaïques, en partie disparues, représentent des monstres réalistes et un chevalier. Dans une absidiole sud, un cadre contient un taureau à tête humaine, 2 médaillons enferment une harpie et un cerf. Le même décor végétal complète ces mosaïques. D'autres animaux fantastiques ornent le deuxième transept, dont certains marqués, comme sur les textiles sassanides, d'une croix pâtée noire. Le bras sud contient un Saint Georges tuant le dragon. Sur le sol, une lutte de monstres et de cavaliers. Fin 1975. Les mosaïques sont pratiquement illisibles, recouvertes d'une couche de terre, de poussière et de sel, qui, en fonction du taux d'humidité, se transforme en boue. Le tapis de mosaïque parsemé de nombreuses lacunes, est désolidarisé du support, il sonne creux. Sous le pavement, se trouvent plusieurs types d'assises, de nature et d'épaisseur irrégulière, sur une couche de remblai, et des vestiges de construction antérieure, reposant sur le rocher. Le pavement présentait 2 grands types d'altérations, une altération mécanique accidentelle, due à l'effondrement de la voûte, à la fin du XIXe siècle, une altération de nature physico-chimique, résultant de la nature des matériaux, de la structure de la mosaïque, de la situation géographique et hydrogéologique du pavement, par rapport au plateau de Ganagobi, des conditions climatiques, et du microclimat propre à l'église. La variation du taux d'humidité est le principal vecteur de ces phénomènes et l'eau, remontant par capillarité, entraînait des sels solubles. Avant toute intervention, un état des lieux est dressé avec 2 objectifs, déterminer l'origine des altérations, et définir un protocole de restauration. Il est donc réalisé un relevé photogrammétrique et photographique, des sondages et des prélèvements d'échantillons. Parallèlement, des diagrammes d'évolution des températures et de l'humidité sont établis afin de préciser l'origine des altérations, remontées capillaires, présence de sel. D'autre part, des analyses chimiques des tesselles, prélevées in situ, sont réalisées en collaboration avec le Centre régional des monuments historiques, afin d'identifier leur origine. Elles montrent que la mosaïque a été réalisée avec des moyens limités, des matériaux régionaux d'accès facile, ainsi que des riches marbres récupérés. Des recherches sur le terrain complètent ces analyses. Le tapis de tesselle, 22 cm sur 80 mètres, très désorganisé et parsemé de nombreuses lacunes. Afin de stopper ces altérations, il est procédé à un bouchage provisoire de celle-ci, à l'aide d'un mortier soluble, et à un nettoyage de surface. Les parties les plus fragiles sont alors préconsolidées, avant d'engager l'intervention proprement dite. La dépose du pavement ne pouvant être réalisée qu'en plusieurs éléments, un ensemble de caissons indéformables, reliés par des clés d'assemblage, est collé sur la face supérieure des tesselles par plusieurs couches de résine compatibles et réversibles à la vapeur. Il est alors procédé à la désolidarisation du pavement de mosaïque du sol, par l'insertion de lames d'acier très fines. Les panneaux de mosaïque rendus solidaires au caissonnage sont retournés et manutentionnés, 700 kg, jusqu'à l'atelier de restauration. Notons que cette mosaïque a été déposée en conservant les déformations de surface. Après le nettoyage et la consolidation du mortier de pose, et de la face arrière du tapis de tesselle, un tissu en fibre de verre, est fixé à l'aide de résine époxy.
Afin de permettre une repose sans modification du niveau initial, on substitue aux différentes couches de mortier d'origine, restées au sol, mais livrées aux archéologues pour une fouille en règle, un matériau composite collé sur la face arrière du tapis de tesselle, reprenant les points de niveau relevés in situ. Puis un panneau en nid d'abeille, servant de raidisseur et de barrière étanche aux éventuelles remontées d'humidité, est fixé à l'arrière du matériau composite. Notons que cette technique permet aussi le déplacement temporaire des mosaïques lors d'expositions, de travaux, ou même de conflits armés. Après retournement de l'ensemble, le caissonnage provisoire collé sur le dessus des mosaïques est séparé de celles-ci à la vapeur, et un nettoyage à l'aide d'un solvant spécifique permet de supprimer les traces de résine subsistant dans les joints. Le tapis des tesselles ainsi dégagé est prêt pour la restauration. Les lacunes sont alors débarrassées du mortier provisoire à l'aide de fraises diamantées, puis une extraction de sel soluble par compresse est réalisée, suivie d'une consolidation de la structure du matériau. La Commission supérieure des monuments historiques a décidé du remplacement des lacunes par des tesselles identiques à celles d'origine, excepté pour les éléments non identifiés, qui feront l'objet d'une restitution différente. Les éléments remplacés sont usés par micro-sablage, puis rejointoyés à l'aide d'un mortier de chaux, sable et poudre de briques, identique en aspect à celui conservé. La repose des mosaïques a permis au prieuré de retrouver toute son intégrité et d'être rendu au culte. Cette restauration a demandé à l'équipe de la société Socra plus d'1 an de travail réparti sur 6 années. Depuis les destructions de la Révolution, l'église n'avait plus de vitraux, mais de simples vitres. Les recherches archéologiques qui ont eu lieu parallèlement aux travaux de restauration du monastère, dans les années 1960, ont mis au jour de petits fragments, classés, qui ont prouvé qu'il y avait eu autrefois des vitraux très colorés. Depuis 2006, de nouveaux vitraux ont été installés. La communauté des moines bénédictins a choisi le projet de vitraux non figuratifs, proposé par le père Kim En-juong, moine dominicain coréen. Le mobilier du monastère comporte un objet classé, une lampe du XVe siècle. Le cloître roman est un petit chef-d'œuvre, de grâce et de simplicité. Le réfectoire, couvert de 2 voûtes d'ogives, et la salle des moines ont été restaurés, alors que les autres bâtiments qui l'entouraient sont en ruine. C'est le seul cloître roman à subsister pour le département. Son angle sud-est est relevé entre 1895 et 1905. Il ouvre par 2 arcs larges et de baies géminées sur chaque côté. Les chapiteaux sont ornés de bâtons brisés et de feuilles stylisées et sculptées à plat, l'un de masques humains. Le cloître est aussi orné d'animaux et, sur une colonne, d'un personnage debout et droit, peut-être un abbé ou un saint. Il a dû être construit entre 1175 et 1220. La bibliothèque de l'abbaye Notre-Dame est riche d'environ 100 000 livres, soit 5 km de rayon. Creusée dans la roche du plateau, sur plusieurs niveaux, elle a été aménagée et conçue afin d'assurer aux livres un niveau de température et d'humidité constant, leur permettant une conservation dans les meilleures conditions. Son fond ancien comporte 8000 livres, du XIIe au XVIIIe siècle. Comme pour tous les monastères bénédictins, il est possible de partager la vie liturgique des moines, en s'inscrivant pour des séjours de retraite,
dans le calme et la prière. Ces séjours qui se déroulent à l'hôtellerie de l'abbaye sont ouverts à toute personne de plus de 18 ans. Les messieurs peuvent prendre leur repas avec la communauté dans le réfectoire, les dames, à la salle à manger de l'hôtellerie. Un prêtre est disponible pour tout accompagnement spirituel. Les groupes de jeunes peuvent être admis aussi, avec leurs accompagnateurs. En dehors des retraitants, il n'est pas possible d'entrer dans l'abbaye elle-même, dont les bâtiments sont au demeurant récents, mais l'ensemble de l'église est ouvert, donnant ainsi accès aux mosaïques du XIIe, aux vitraux, et aux baies vitrées donnant sur le cloître roman. Il est également possible de visiter l'ensemble du site, remarquable pour sa carrière de meule, l'allée des moines, les sarcophages anciens, et la vue immense sur la vallée de la Durance. Derrière l'église, se trouvent d'anciennes tombes creusées à même le roc pour y ensevelir des moines. À l'entrée de l'église, 2 de ces tombes sont mises en valeur. L'allée aux moines, à gauche de l'église, conduit au bord du plateau, et offre une vue sur la Durance, les Alpes et le Pelvoux.